Et je cède maintenant la parole à M. le député de Saint-Jean pour la poursuite du débat sur toujours le même principe sur le projet de loi. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, nous intervenons sur le projet de loi 20 pour se situer. C'est la loi édictant, projet de loi édictant la loi favorisant l'accès aux services de médecine familiale et de médecine spécialisée en modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée. Vous savez, Monsieur le Président, vous êtes au fait de l'actualité parlementaire. Plusieurs projets de loi concernant la santé ont été présentés par le ministre de la Santé et des Services sociaux. Le projet de loi 10 qui réforme le système de santé. Le projet de loi 20 que nous allons débattre dans les prochaines minutes. Et le projet de loi 28 qui incluait un aspect sur la santé, notamment pour les pharmaciens. Vous savez, Monsieur le Président, vous l'avez peut-être vu, j'ai eu l'occasion de manifester ou de marcher plutôt, parce que dans leur cas, manifester, c'est un bien grand mot. Les professionnels de la santé, notamment les pharmaciens, c'est assez rare qu'ils sortent dans les rues pour manifester, mais ils l'ont fait, ils ont marché avec leurs collègues infirmières, infirmiers, préposés, médecins, pour dénoncer justement cette séquence, comme il disait, 10, 20, 28, donc les trois projets de loi qui, mis ensemble, ont des impacts inquiétants ou significatifs sur le système de santé. J'ai eu l'occasion de marcher avec eux dans la région de la Montérégie, justement devant le bureau de circonscription du ministre, député de Lapinière, et avec ma collègue, la députée de Pointe-aux-Trembles. Tous les deux pour représenter l'opposition officielle, bien entendu, mais aussi pour aller en appui avec nos pharmaciens de nos circonscriptions, qui œuvrent dans la... Il n'y a pas plus présent sur le territoire québécois que les pharmaciens, parce qu'il y a beaucoup plus de pharmacies, donc de points de services de santé, que de nombre d'hôpitaux au Québec, sur le territoire. Concernant les pharmaciens, on pourra y revenir, mais dans le projet de loi 20, trois aspects majeurs: médecin de famille, médecin spécialiste et la procréation assistée. Dans la première section sur les médecins de famille, l'élément significatif, de prévoir un quota minimum de patients que devra suivre chaque médecin de famille selon le nombre d'années de pratique qu'il compte. Moi, ce que ça m'amène à me questionner, c'est, premièrement, dans le projet de loi, si on lit le projet de loi, uniquement le projet de loi, c'est assez difficile de se faire une idée de l'intention du ministre ou de l'intention du législateur dans un sens plus large, parce que la plupart des éléments du projet de loi nous réfèrent aux règlements qui seront adoptés par le Conseil des ministres par la suite. Donc, ce n'est pas ici à l'Assemblée nationale, ce n'est pas ici qu'on va décider des règlements. Vous avez une expérience politique assez grande pour savoir ça. Donc, en quelque sorte, c'est d'adopter un projet de loi qui dit quelques éléments, mais on ne sait pas à quoi s'attendre dans les règlements. Je comprends que le ministre nous a présenté quelques éléments qu'il pourrait avoir dans les règlements, mais des règlements, ça change beaucoup plus facilement qu'une loi, bien entendu. Donc, quand on parle de quotas, Monsieur le Président, on peut se questionner sur un aspect assez significatif, c'est comment nous allons comptabiliser ça. Comment ça va se faire? Et là-dessus, je pourrais vous dire ici, les quotas imposés par le ministre, parce que c'est ça, là, par règlement, comme je vous ai dit, pour une personne, ça peut aller de 0,8 à 25, tout dépendant de la personne. Donc, le patient qui arrive dans le bureau du médecin, ou ailleurs, va être évalué par le médecin. Puis il va dire, en fonction de telle situation de santé, telle problématique de santé que le patient ou le malade a, on va lui donner une note, une évaluation. Mais toi, là, tu es un 1,8. Toi, tu es un 1,5. Toi, tu es un 20. Ça fait pas mal mathématiques, ça fait pas mal chiffres. J'ai rien contre les mathématiques, j'ai rien contre les chiffres.
mais on a toujours dit que la santé, c'était aussi une relation humaine entre un médecin et son patient. De l'écoute, de l'attention. Moi, je pense que quand on est malade ou quand on pense être malade et qu'on se présente pour rencontrer notre médecin, le dernier souci que nous voulons avoir, c'est de lire dans les yeux du médecin son évaluation mathématique qu'il fait de nous, de notre quota, puis de comment ça va valoir dans son quota annuel. Puis, ce qui me questionne beaucoup, ce n'est pas par choix que les médecins vont devoir le faire, c'est par obligation. Puis ça amène aussi à se questionner sur tout le travail des médecins, notamment les médecins de famille, dans ce cas-ci, sur les autres occupations qu'ils ont à faire, notamment la question de l'enseignement. Puis je vais vous parler d'un exemple très concret. Vous savez, bon nombre de personnes au Québec n'ont pas de médecin de famille, dont je suis. Les chiffres, en Montérégie, on parle d'à peu près 25 % de la population n'ont pas de médecin de famille. Une solution qui avait été mise de l'avant pour régler une partie de cette situation-là pour les gens de la circonscription de Saint-Jean, mais plutôt plus largement du Haut-Richelieu-Rouville, donc circonscription de Saint-Jean, Chambly, Berville, une partie d'Hunterdon, c'est de mettre en place une unité de médecine familiale. Une unité de médecine familiale en lien avec l'Université de Sherbrooke qui fait en sorte que les étudiants en médecine, dans leur fin d'études, vont pouvoir pratiquer, recevoir des patients à l'unité de médecine familiale, mais aussi pratiquer à l'hôpital du Haut-Richelieu, qui est à proximité. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on le sait, puis pour les avoir rencontrés à l'époque, lorsque nous avons mis en place cette unité de médecine familiale-là, qui a été mis en place sous le gouvernement du Parti québécois, les professeurs de l'Université de Sherbrooke m'avaient sensibilisé à l'importance de l'enseignement puis de transmettre aux générations plus jeunes leurs connaissances. Quand on sait que, comme j'ai mentionné précédemment, que le projet de loi prévoit un quota minimum de patients que devra suivre chaque médecin de famille selon le nombre d'années de pratique qu'il compte. Donc, je suppose que plus il aura d'années de pratique, plus il devra recevoir de patients. S'il doit recevoir plus de patients, est-ce qu'il aura encore le temps de transmettre autant ses connaissances aux plus jeunes? À ce sujet, le mémoire de la direction du département de médecine de l'Université McGill, Université de Montréal, Sherbrooke et Laval, dit « Le projet de loi 20 a dès maintenant plusieurs impacts qui nous font craindre le pire. On sent malheureusement de la démotivation, du cynisme, du découragement, de la démobilisation chez nos collègues, bien entendu. Un nombre trop élevé d'entre eux a commencé à nous exprimer au cours des dernières semaines qu'ils remettent en question leur pratique à l'enseignement. » Moi, ce qui m'inquiète, c'est dans le cas des unités de médecine familiale, parce que nous n'avons pas la seule unité de médecine familiale à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y en a d'autres au Québec. Nous avions une solution ou un début de solution pour régler une partie du problème d'avoir plus de médecins de famille pour notre monde, de former davantage de médecins de famille. Mais avec ce projet de loi-là, est-ce que nous aurons encore des médecins, professeurs, enseignants qui vont enseigner dans l'unité de médecine familiale, qui vont enseigner à l'Université de Sherbrooke, qui vont enseigner dans les autres universités du Québec, qui forment nos médecins? Est-ce qu'il y aura encore des jeunes qui voudront pratiquer la médecine familiale avec les quotas et tous les autres éléments que je pourrais mentionner dans ce projet de loi-là? Moi, Monsieur le Président, je me suis inquiété il y a de ça pratiquement 1 an, une décision du gouvernement d'abolir une 40aine de lits à l'hôpital du Haut-Richelieu, notamment en pédiatrie, et à peu près le même nombre de postes d'infirmières. Au même moment où on agrandit l'hôpital du Haut-Richelieu de 43 %, un investissement de 109 millions annoncé par la première ministre Pauline Marois, parce que l'hôpital du Haut-Richelieu, depuis 1971, n'a pas eu de travaux. Donc, elle date. La population a doublé depuis. Je me suis inquiété à savoir s'il allait y avoir encore des infirmières à l'intérieur pour pratiquer à l'hôpital.
Je peux me questionner aussi à savoir, est-ce qu'il y aura des médecins qui vont soigner à l'hôpital avec ce projet de loi 20? Puis je pourrais mentionner le projet de loi 10 qui revoit aussi tout le système de santé, puis qui fait en sorte que les décisions de Saint-Jean, ça va se prendre à Longueuil, et puis... mais ça dépend, là. Ça, c'est l'hôpital, parce que là, si c'est pour les enfants autistes, là, ça, c'est à Châteauguay que ça va se décider. Et puis, si c'est pour la protection de la jeunesse, ça, c'est à Saint-Hyacinthe que ça va se décider. Donc, il n'y a plus grande décision qui va se prendre à Saint-Jean localement. Pourtant, tous ces sièges administratifs étaient à Saint-Jean. Il faut avoir la préoccupation dans le système de santé de mettre le patient au cœur du système et non pas le système autour de décisions prises par le ministre. Et moi, c'est ce qui m'inquiète, Monsieur le Président. Donc, des quotas, plus de calculs. Pour faire ces calculs, ça va prendre plus de bureaucratie. Au même moment où le ministre nous dit il faut couper dans la bureaucratie, il faut abolir les agences, il faut regrouper les C3S pour créer des mégastructures qui sont les CI3S. Monsieur le Président, moi, je peux m'inquiéter sur la plus-value de cette décision. J'aimerais aussi, Monsieur le Président, aborder la question du volet de la procréation assistée, qui est aussi au cœur de ce projet de loi-là. Plusieurs personnes ont contacté mon bureau de circonscription, m'ont parlé dans des activités, m'ont écrit sur ma page Facebook de député, à se questionner qu'est-ce qui allait arriver avec leur projet d'avoir un enfant. Moi, je crois que, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place au Québec pour favoriser avoir plus d'enfants au Québec, les centres de la petite enfance, les congés parentaux. Le programme de procréation assistée aussi en fait partie. Et on peut se questionner sur le fait que, nous, ce que nous dénonçons, c'est les conséquences de ce projet de loi-là, parce qu'il crée un véritable frein à l'accès au programme, avec tous les critères qui sont mis de l'avant, tant dans le projet de loi que dans les esquisses de règlement qui nous ont été présentés par le ministre. Nous pouvons se questionner sur ces nouveaux critères. Ceci dit, ça n'empêche pas de mettre des balises. Mais il y a une différence entre des balises et un frein. Des balises, ça peut être aussi faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui bénéficient du programme parce que le programme sera mieux adapté, mieux géré et mieux organisé pour répondre aux réels besoins de notre population. Sur le crédit d'impôt, il faudra que le couple n'ait aucun enfant pour pouvoir en bénéficier, ce qui limite grandement le nombre de personnes qui pourront y avoir accès. Si un des deux conjoints a déjà eu un enfant avec un autre conjoint, il est automatiquement exclu. Ça, c'est le genre de mesure qui n'est pas adapté à la réalité des familles d'aujourd'hui. Vous savez, Monsieur le Président, lorsqu'on fait du porte-à-porte ou en campagne électorale, il faut faire attention quand on voit des jeunes avec des parents. On ne peut pas dire comme ça automatique, ça c'est votre fils ou c'est votre mère, tout ça, parce que c'est les familles nucléaires ou recomposées fait en sorte que ça amène des particularités. Mais c'est aussi, dans ce projet de loi-là, un frein. Parce que quelqu'un qui a eu un enfant dans une autre vie, on dit une autre vie parce que c'est quasiment une expression, parce qu'aujourd'hui, on change de conjoint ou de conjointe, puis ça devient une autre vie. On recommence, on vend la maison, on achète une nouvelle. Ça fait en sorte que le ciment ou les fondations de ce nouveau couple-là, qui peut se connaître depuis plus longtemps, au fond, quelqu'un peut avoir eu un enfant, avoir été en couple pendant 1 an, 2 ans avec quelqu'un, et 15 ans plus tard, décide d'avoir un enfant, et le nouveau conjoint, même si 15 ans plus tard, on peut quasiment, on va l'appeler pour faciliter les choses, le nouveau conjoint, là, ne pourrait pas avoir recours au
au programme. On peut se questionner sur cet aspect. On peut aussi se questionner, Monsieur le Président, sur ce qui n'est pas dans le projet de loi 20. Parce que on parle beaucoup de ce qui est ou de comment on pourrait l'améliorer, mais je pense que comme député, nous avons aussi une responsabilité d'amener des idées, des suggestions au gouvernement. Puis c'est pour ça qu'en commission parlementaire, nous avons l'occasion d'amener ou de modifier des projets de loi et faire en sorte que la plupart des projets de loi sont adoptés à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Bon, à l'exception quand le projet de loi, finalement, on ne peut pas terminer le travail en commission parlementaire puis qu'il est adopté sous bâillon. Donc, dans le projet de loi 10, on n'a pas pu faire beaucoup d'amendements, puis on n'a pas pu beaucoup le rendre plus adapté aux réalités des régions. Mais dans ce cas-ci, dans le projet de loi 20, nous allons déjà souligner quelques éléments qui ne se trouvent pas dans le projet de loi 20 qu'on pourrait reprendre. Comme des mesures pour favoriser l'interdisciplinarité et le recours à d'autres professionnels en première ligne. Parce que oui, les médecins sont importants, mais comme je le disais au début de mon intervention, les pharmaciens sont importants, les infirmières, les infirmiers sont importants. Les préposés aux bénéficiaires sont importants. Tout le monde est important dans le système de santé et les spécialistes aussi. Pour avoir rencontré à quelques reprises la PTS dans ma circonscription, tous leurs membres qui font un travail important. C'est comme ça qu'on va réussir à améliorer le système de santé. Des exigences quant aux heures d'ouverture afin de garantir un accès des patients à leurs médecins les soirs et les fins de semaine. Ça aussi, Monsieur le Président, c'est répondre aux nouvelles réalités de notre monde. Moi, je trouve ça vraiment incroyable quand on voit, puis ça fait les manchettes régulièrement, le nombre de personnes qui doivent attendre aux aurores, aux petites heures du matin, pratiquement à 3h30, 4h du matin, pour avoir un rendez-vous dans la clinique médicale, Midi-Soleil, pas parce qu'ils ne sont pas bons, parce que c'est à peu près la seule, et faire en sorte que les gens doivent aller chercher leur petit numéro, puis là, attendre au grand froid avec leur enfant malade ou des personnes âgées, vulnérables, qui ont des problèmes de santé, puis là, on attend. On attend le matin, à petites heures, la nuit. Donc, sinon, ces gens-là vont aller à l'urgence, puis ils vont attendre aussi. Donc, de pouvoir prévoir que des médecins puissent offrir des soins les soirs et les fins de semaine, parce que nous ne décidons pas quand nous sommes malades. Ça se peut qu'on tombe malade le soir puis la fin de semaine. Des investissements en prévention et en santé publique pour prévenir et pour éviter les problèmes de santé avant qu'ils n'apparaissent. Encore là, un gouvernement qui a décidé de faire des coupures, des compressions dans la santé publique. Pourtant, si nous voulons améliorer la santé des Québécois, c'est en investissant dans la santé publique et dans la prévention, dans les saines habitudes de vie, par exemple. Je pourrais aussi vous parler du virage des soins à domicile. Parce que plus on incite les gens à rester chez eux puis leur offrir des soins aux bons endroits, ça fait en sorte que les gens sont plus heureux, vivent plus longtemps et vivent en meilleure santé. Donc, ça nous coûte moins cher, mais aussi les gens ont une meilleure qualité de vie. Parce que la qualité de vie, c'est important et ça devrait être au cœur de tout projet de loi sur la santé. Des mesures pour accélérer l'informatisation du réseau de la santé. Parce qu'encore là, un exemple, on ne décide pas où on tombe malade non plus. Au même titre qu'on ne décide pas quand on tombe malade, on ne décide pas où nous tombons malades. Et faire en sorte que l'informatisation du réseau de la santé permet d'avoir des gains en termes de temps et de coûts pour faire en sorte que peu importe où nous sommes ou à quel hôpital nous allons, le médecin peut avoir rapidement notre dossier santé. Donc, en terminant, Monsieur le Président, beaucoup de travail à faire pour améliorer ce projet de loi 20. Moi, je peux assurer les Joannais et les Blaisois que je serai à l'affût dans ce projet de loi-là pour m'assurer que les gens de Saint-Jean, de Saint-Blaise puissent avoir le meilleur système de santé et les meilleurs soins. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que j'ai fait depuis ma première élection et je vais continuer à le faire pour s'assurer que les gens aient de meilleure santé et accès
aient accès à un médecin de famille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, M. le député de Saint-Jean, de votre intervention.